Il est des mots que l'on prononce avec une légère crispation, comme si leur seule présence rappelait quelque vieille autorité. Un doigt levé dans la pénombre, un ordre venu d'en haut. Le mot moral est de cela, il semble parfois chargé de poussière, de sermons, de convenances usées. Pourtant, si l'on gratte un peu le vernis des malentendus, on découvre qu'il ne désigne pas d'abord une police des comportements, ni une collection de prescriptions desséchées, mais une interrogation vive, presque brûlante. Comment faut-il vivre avec les autres sans se perdre soi-même? À quoi sert en somme cette boussole invisible que l'on appelle la morale? La morale sert d'abord à empêcher que la liberté humaine ne se change en sauvagerie élégante. L'homme, lorsqu'il se découvre libre, pourrait croire qu'il lui est permis de tout vouloir, de tout prendre, de tout justifier au nom de sa force, de son intérêt ou de son désir. Mais une liberté sans règle intérieure n'est souvent qu'une puissance brute vêtue de beaux discours. Elle ressemble à un fleuve sans rive, elle ne féconde rien, elle inonde et détruit. La morale vient donc tracer des limites, non pour humilier la liberté, mais pour lui donner une forme habitable. Elle n'est pas la geôle de la volonté, elle en est l'architecture. Les philosophes des Lumières l'avaient compris avec une grande netteté. Ils ne voyaient pas dans la morale un amas de traditions qu'il faudrait subir aveuglement, mais une exigence que la raison doit examiner. Il y a là une conquête décisive. Avant eux, bien souvent, la morale se recevait comme un héritage clos. Il fallait obéir parce qu'il fallait obéir. Les Lumières, elles demandent pourquoi. Et cette petite question d'apparence modeste a l'effet d'un coup de tonnerre dans les vieilles charpentes. Elle retire à l'autorité son masque sacré et oblige l'homme à devenir responsable de ses propres jugements. Kant, bien qu'il appartienne à la fin du mouvement, exprime cette dignité nouvelle avec une force presque austère. L'homme n'est véritablement moral que lorsqu'il agit non par simple intérêt, ni par peur de la sanction, mais par respect pour la loi qu'il reconnaît lui-même comme juste. La morale sert alors à élever l'homme au-dessus du calcul. Elle lui rappelle qu'il ne doit jamais traiter autrui uniquement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin. Formule splendide et terrible aussi, car elle condamne une foule de petites lâchetés ordinaires. Combien de relations humaines se réduisent à l'usage? Combien de politesses dissimulent une instrumentalisation? La morale ici sert à préserver dans chaque personne quelque chose d'inviolable. Mais la morale ne sert pas seulement à dire non. Elle ne se borne pas à interdire l'écrasement, le mensonge ou la cruauté. Elle sert aussi à rendre possible un monde commun. Montesquieu, dans ses réflexions sur les lois et les sociétés, comprenait que les hommes ne vivent pas ensemble par magie ni par simple voisinage. Une cité tient parce qu'un certain tissu de confiance, de retenue, de devoirs réciproques relie les existences. Sans morale, la société peut encore fonctionner mécaniquement, comme une machine grinçante, mais elle cesse peu à peu d'être une communauté humaine. Il ne reste plus qu'une addition de solitudes armées. La morale sert donc à civiliser les rapports humains, non à les rendre fades ou dociles, mais à les rendre justes. Elle met un peu de lumière entre les consciences. Elle apprend à chacun que son existence n'est pas le centre du monde, que le visage de l'autre impose une limite à ses appétits, que la souffrance d'autrui n'est pas un simple bruit de fond. Diderot, dans ses écrits, se méfiait des hypocrisies morales, des vertus d'apparat et des dévotions théâtrales. Il n'en abandonnait pas pour autant l'idée d'une humanité sensible à elle-même. La véritable morale n'est pas un costume de cérémonie. Elle est une fidélité à ce qu'il y a de plus humain en l'homme, sa capacité à reconnaître un semblable. Rousseau, de son côté, complique admirablement la question. Il soupçonne la société de corrompre l'homme autant qu'elle prétend le polisser. C'est un paradoxe délicieux et un peu venimeux. Ce n'est pas toujours l'absence de morale qui pervertit. C'est parfois une fausse morale, mondaine, vaniteuse, fondée sur le regard des autres. On devient vertueux pour paraître tel, charitable pour être admiré, honnête pour conserver une réputation. C'est toute la comédie sociale qui se met à sentir la poudre. Dès lors, à quoi sert la morale si elle peut devenir un masque?
justement à arracher les masques. Elle sert à distinguer l'autorité du théâtral, l'authenticité du théâtre, la conscience du décor. Elle nous rappelle que le bien n'a de valeur que s'il n'est pas joué pour la galerie. Il faut alors reconnaître une vérité moins confortable. La morale sert aussi à nous juger, non pas au sens d'un tribunal extérieur, tenant depuis quelques nuages d'institutions de coutume, mais au sens d'une mesure intime. Elle est cette voix, parfois agaçante, parfois salutaire, qui demande à chacun « Que vaux-tu lorsque personne ne te regarde ?» Il est tentant de faire taire cette voix. Le monde moderne, déjà bruyant du temps des Lumières, l'est devenu plus encore. Intérêt, propagande, divertissement, emballement collectif, indignation rapide. Dans ce vacarme, la morale conserve une fonction presque sacrée. Elle réintroduit le silence, l'examen intérieur, elle oblige à répondre de soi. Voltaire, avec son ironie si fine qu'elle coupe comme une lame, a combattu le fanatisme, la barbarie commise au nom du bien. Sa leçon demeure précieuse. La morale sert aussi à empêcher que le zèle ne devienne cruel. Car l'homme est un animal étrange, il fait le mal parfois avec la conscience parfaitement tranquille, à condition de croire qu'il sert d'une cause supérieure. Rien n'est plus redoutable qu'une morale sans esprit critique. Les Lumières nous apprennent donc que la morale n'est utile que si elle demeure alliée à la raison, à la tolérance, à la lucidité. Une morale aveugle devient une machine à condamner. Une morale éclairée devient une discipline de justice. Au fond, la morale sert à orienter l'existence vers ce qui le grandit. Elle ne promet ni le bonheur facile, ni l'innocence parfaite. Elle ne transforme pas l'homme en ange, et c'est heureux, car l'ange ferait souvent un fort mauvais voisin. Elle aide simplement à résister à ce qui en nous incline vers l'égoïsme, l'indifférence, la domination et la bassesse. Elle est une manière de ne pas céder tout entier à la pesanteur. Mais son utilité la plus profonde est peut-être ailleurs. La morale sert à donner un sens à la dignité humaine. Sans elle, l'homme peut vivre, produire, consommer, conquérir, jouir, même briller. Mais il lui manque cette hauteur discrète qui fait qu'une vie n'est pas seulement réussie mais juste. Or, une vie juste possède une lumière singulière. Elle n'est pas forcément éclatante, elle ne fait pas toujours du bruit, elle peut même passer inaperçue. Pourtant, elle laisse dans le monde une trace plus durable que bien des triomphes. Elle ajoute à la réalité un peu de bonté consciente. Et ce n'est pas rien. À quoi sert donc la morale? Elle sert à faire d'une existence une humanité, d'une liberté une responsabilité, d'une conscience un lieu de vérité. Elle sert à tenir debout parmi les autres sans les écraser. Elle sert à empêcher que la force fasse loi, que l'intérêt fasse vérité, que l'habitude fasse justice. Elle sert à rappeler contre toutes les séductions de la puissance que l'homme n'est pas seulement ce qu'il peut, mais ce qu'il doit. Et dans le grand froid des intérêts, parmi les ruses, les fatigues, les passions et les orgueils, la morale demeure cette flamme modeste. Elle n'éclaire pas tout, elle ne réchauffe pas tout, elle vacille même souvent, mais sans elle la nuit serait bien plus vaste.